Je sais que le temps tourne et a passé, mais on redonne quand même la parole à la salle. Il y a sûrement plusieurs questions. Bonjour, Olivier Vallée, je suis aujourd'hui enseignant, mais j'ai un passé d'informaticien en direction de projet. Et quand je vous écoutais, j'avais le sentiment, quand on voyait les limites des modèles, et je me demandais s'il n'y avait pas une limite des modèles économiques pour représenter une forme de réalité. Avec une confusion que je trouve, moi je me souviens il y a très longtemps, quand on gérait des projets, on parlait de performance, de coût et délai. Et je trouve presque de parler de performance économique, je trouve que c'est presque un paradoxe. Dans le sens où la performance a plus une approche qualitative, donc humaine, et je dirais l'économie plus une approche quantitative, donc on parle de mesure ou d'évaluation. Et ça me donne le sentiment qu'on confond un peu, je dirais, la qualité et la quantité. Un peu ce que, vous savez, comme Václavic, dans un bouquin qui s'appelait Comment réussir à échouer, disait que pour bien échouer, il fallait penser que 2 fois plus, c'était 2 fois mieux. Et donc, est-ce qu'on n'est pas à la limite d'un modèle économique ? Quand on parle de la sous-traitance, d'ailleurs, on remet un peu d'humain. Donc on parle d'évaluation, de négociation. D'ailleurs, ça me fait penser à un exemple de sous-traitance. Il n'y en a pas que dans l'industrie. Enfin, moi, en tant qu'informaticien, je me souviens un jour d'un DSI qui avait dit, la veille de Noël, c'était le repas de Noël, il avait demandé à tous les sous-traitants de ne surtout pas venir manger au restaurant parce qu'il n'y avait peut-être pas assez à manger pour tout le monde, les bons plats qui étaient prêts. Donc ils étaient priés d'aller manger à l'extérieur. D'autres demandes de parole. Je vois 2 autres mains au moins qui se lèvent. Marie Zuette, donc je suis économiste du travail issu de l'INSEE et actuellement de la responsabilité associative. J'ai travaillé là récemment sur le développement durable et l'impact transition écologique avec le réseau laser. Là. Et, du coup, j'avais quand même deux questions. Enfin, une interrogation d'abord sur l'outil comptable, justement pour valoriser l'externalité quand même. Oui, la marchandisation quand même des ressources naturelles a des limites, on voit bien, enfin bon, les effets pervers, enfin bon, du marché carbone avec des entreprises qui achètent des forêts en Afrique. Alors c'est des eucalyptus qui on ne peut pas produire, des cultures dessous qui sont fermées, on ne peut pas les produire. Donc voilà, il y a comme des effets pervers. Au Royaume-Uni, un exemple aussi de puisque tout se vaut, de toute façon qu'on fasse une forêt dans la ville ou très loin de la ville, c'est pareil, quoi. Donc il y a quand même des effets pervers quand même de la marchandisation quand même. Et deuxièmement, c'est par rapport à la mobilisation des équipes syndicales sur les enjeux environnementaux. Enfin, il y a eu un colloque de l'IRES avant la COP21 qui montrait que les équipes syndicales étaient très peu mobilisées. Alors les approches concrètes comme celles qui ont été évoquées, la sous-traitance ou les achats, ça peut être efficace, mais il y en a d'autres. Enfin, il y en a une autre en fait dont Alain Mestre de Syndex nous a parlé, qui était menée au Royaume-Uni et en Allemagne, dans un contexte, à la fin des années 2000, dans un contexte en fait de modération, plus que modération des gains salariaux, c'est-à-dire faire travailler les équipes sur justement les économies de ressources naturelles, que ce soit des métaux, enfin d'énergie, etc. Et avec comme conséquence à ce moment-là donner des marges pour payer davantage les salariés, quoi. Et donc ça peut motiver quand même des équipes. Parce que moi, j'ai discuté avec des délégués syndicaux qui me disaient, bah, attends, l'environnement, nous, notre préoccupation, c'est les plans sociaux, c'est l'augmentation des salaires des salariés. Donc il y a vraiment une rupture, quoi. Et donc de ce point de vue-là, enfin, il y a besoin quand même d'entrées concrètes. Hein, l'outil compte, enfin bon, l'outil concret a son intérêt, mais bon, de ce point de vue-là, c'est voilà. Enfin, ça serait important de suivre les exemples allemands. Hein. Oui, Xavier, puis après on passera la parole à droite. Oui, très vite. J'avais 2 questions, une pour Christophe Alliot, une pour Alexandre Rambaud, pardon pour les 2 autres intervenants, mais est-ce que pour Christophe, est-ce qu'il y a des démarches ou des reconstructions de filières de ce type-là qui peuvent se jouer, y compris en interne, à un espace qui serait celui d'une entreprise ou d'un secteur d'entreprise interne. Je vois bien l'application sur le cacao, ou en tout cas, moi je suis preneur d'un dialogue sur la question, par exemple, de la sous-traitance des services généraux. C'est un sujet sur lequel je travaille en ce moment, beaucoup, c'est un secteur sur lequel j'investis. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre. Alors nos camarades de EDF et de SNCF, effectivement, sont en train de jouer à Nestlé, hein, si je vais vite, et Mars, par rapport aux autres. Il y a le 37% qui va être condamné à 2 points de marge, pendant que les autres, les grands, qui ont la marque, là, quelque part, vont continuer d'être appelés à faire du 12-15. Et quand ils n'y arrivent pas, d'ailleurs, ils font pression sur l'aval.
Et ils font pression très fort, hein. Je vous confirme, camarades syndiqués, SNCF et EDF, vous êtes connus dans le métier pour être plutôt limite, plus limite que Nestlé, par exemple. Oui, bon. Et c'est encore plus vrai parfois du public, où on a de régulières directives vis-à-vis des acheteurs publics pour les alerter contre les offres anormalement basses. Voilà, les offres anormalement basses, c'est celles qui condamnent effectivement les prestataires à ne pas payer les salaires ou ne pas respecter la réglementation sociale. Et ce sont les acheteurs publics qui sont les plus à l'origine, aujourd'hui connus, hein, de ce type de comportement. Et alors là, on revient à la question du système, mais d'une compréhension. Et pour Alexandre, la question, y compris alors des externalités positives, non comptabilisées, d'activité. Parce qu'alors, il y a beaucoup de gens qui font des travaux, qui font des activités, qui rendent service, mais dont la pertinence de l'utilité sociale produite n'est pas comptabilisée. Autrement dit, il y a un modèle économique qui ne trouve pas un modèle d'affaires. Alors, d'emblée, on est hors de l'économie néoclassique, hein, puisque cette distinction n'existe pas dans l'économie néoclassique. Mais il y a, et là, j'entends bien, hein, la question sur l'environnement, qui insiste sur les externalités négatives, mais il y a aussi une mauvaise compréhension des externalités positives produites par le travail, qui débouche aussi sur des déséquilibres ensuite qu'on rencontre dans les achats. Alors, oui, le micro est déjà là-bas. Il y en a pas d'autres ici. Bon, je voulais revenir sur... la question est générale, je pense, pour tout le monde. Il a été beaucoup question, surtout dans le dernier exposé, de la solidarité et du coût de l'absence de solidarité. Avec l'histoire du cacao, on voit aussi que l'absence de solidarité avec les petits producteurs, ça veut dire qu'il faut aller les repêcher en Méditerranée, et ça coûte aussi très cher. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait et là je me retourne vers le théoricien, comment est-ce qu'on fait pour que ces coûts-là apparaissent dans le coût réel de ce qu'on achète, voilà. Oui, alors moi, Emmanuel, alors je travaille à la SNCF. Rapidement, tiens, je vais poser une question à Pascal. Dans ton déroulé, dans ton exposé, Pascal, tu as indiqué que la SNCF est une entreprise publique. Voilà. Est-ce que tu pourras repréciser, s'il te plaît, le fait que c'est pas tout à fait ça, quand même? Non, c'est un EPIC. C'est même 3 EPIC aujourd'hui, on est d'accord? Si, tu as parlé à un moment donné, tu as bien dit SNCF, entreprise publique. C'est pas complet, c'est ça que je voulais te dire. Voilà, il y a quand même ce I et ce C qui quand même viennent influencer justement tous ces risques environnementaux et sociétals. Je voulais revenir sur l'intervention de Magali sur le fait d'essayer d'intégrer de façon meilleure les sous-traitants. Effectivement, en plus dans le milieu nucléaire, alors, je crois que quand même quelque part c'est flagrant de récupération économique. Je pense, moi j'ai pensé dans ton intervention à nos problèmes là de dette. Alors je n'ai pas parlé de la dette avec la SNCF, mais c'est un sujet aussi, voilà, parce qu'il y a tout ça aussi qui entre en ligne de compte, hein, dans nos problèmes d'entreprise aujourd'hui. C'est cette fameuse gestion de dette. Et je repense aujourd'hui aux travaux de l'EPR, quoi. Hein, et on pourrait, à mon avis, mettre en parallèle, alors peut-être que tu me le confirmeras, cette dette qui est en train de se creuser avec le problème de l'EPR qui est en train de monter en cascade pour finaliser les travaux, et l'utilisation de la sous-traitance en parallèle qui peut-être augmente aussi en parallèle en même temps dans le monde nucléaire. Je pense qu'il y a peut-être un lien là-dedans. Et je voulais dire aussi que par rapport aux sous-traitants, moi j'ai une expérience, hein, au sein d'un atelier du matériel, Pascal, parce que j'ai travaillé au sein d'un atelier du matériel, j'étais coordinateur environnement et j'ai été confronté à des audits dans le cadre de l'ISO 14001. Si vous ne connaissez pas, c'est la certification pour les risques sociétaux et environnementaux, essentiellement environnementaux d'ailleurs. Et je me souviens très bien que l'auditeur, quand il est passé, un auditeur, c'est pas un auditeur AFNOR, c'était un auditeur privé, quand il est venu auditer donc, pour obtenir cette certification, l'aspect sous-traitant, il était complètement, je dirais, dissimulé. C'est-à-dire qu'il n'allait surtout pas voir les sous-traitants qui pouvaient être dans le périmètre de l'activité, hein, de l'activité industrielle. C'est-à-dire que c'était quelque chose qu'il écartait d'office. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on regarde, c'est que je pense qu'il y a une espèce à confirmer, hein, mais il y a une espèce d'accompagnement de nos politiques aussi dans tout ça,
qui fait que on met sous silence cette sous-activité de sous-traitance qui est un facteur économique à mon avis important hein, dans le maintien de l'économie des entreprises. Et tout ça, c'est lié, quoi. Hein, et on est là sur du RSE. Hein, c'est que la sous-traitance participe au risque sociétal et environnemental. Donc Bien, merci. Il faut se battre là-dessus. Alors ça, c'est le rôle justement du syndicat là-dessus. Hein. Tout à fait. Il y a 2 autres demandes d'intervention. Il y avait Marie-Noël et Pablo. Et puis ensuite, on fera une clôture des questions. On donnera la possibilité aux intervenants de réagir de manière assez rapide parce qu'il est 20h40. Je suis désolé. Pardon, très rapidement, mais c'est pour rejoindre un petit peu ce qu'il disait tout à l'heure là, entre économie quantitative, qualitative. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de système, mais on raisonne toujours derrière sur des notions de coût. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir d'autres, parce que quand on parle de système, qu'on est ingénieur, par exemple, il y a des systèmes thermodynamiques. Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de trouver d'autres indicateurs, d'autres manières de mesurer, qui soient un petit peu plus universels d'ailleurs que les euros ou les dollars? Je pense par exemple à l'entropie de l'univers. Hein. Moi, si un jour vous voulez monter une manif non à l'augmentation de l'entropie de l'univers, on peut remplir peut-être les Champs-Élysées. Enfin, je suis un petit peu provocateur, mais on essaye toujours de tout ramener à l'argent. Alors c'est vrai que pour une activité syndicale, c'est important aussi de se battre pour les salaires et la qualité de vie, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de mesurer ces impacts que de les monétiser à tout prix? Voilà. Ma question était extrêmement rapide aussi. Et syndicalement, quand il y a des sous-traitants qui sont balancés pour avoir un autre sous-traitant, etc., et donc tu disais problème pour les gens qui peuvent être licenciés, etc., mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, avec le réseau des avocats, d'essayer de faire jouer la L1224, l'ex L122.12 alinéa 2, qui, à une époque, il y a eu énormément de retournements de jurisprudence, mais enfin, à une époque, il y avait quand même l'obligation de reprendre le personnel quand il y avait un marché qui différait. Donc, je voudrais savoir si vous y avez pensé, enfin, vous y avez sûrement pensé, mais comment ça se passe? Parce que ça me paraît être quelque chose qui peut être extrêmement efficace. Bien, merci pour vos interventions. Alexandre a été interpellé. On va lui donner la parole en premier. On va reprendre la séquence. Christophe ensuite. Alors très rapidement, parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Alors, je vais reprendre sur la question économie quantitative et performance qualitative. Cette idée de quantitativation de l'économie, c'est sur des écoles très précises. Je veux dire, l'économie en elle-même, d'ailleurs, Economos, c'est la gestion du foyer à la base. Vous avez des écoles comme l'économie écologique, l'économie de la régulation, l'économie des conventions, qui sont beaucoup plus qualitatives. Donc en soi, l'économie, ce n'est pas obligatoirement le royaume du quantitatif, ce qui ne veut pas dire que... moi, je n'opposerai pas quantitatif et qualitatif. La question est de savoir comment est-ce que les uns et les autres se comportent. Par exemple, pour donner un exemple, au Moyen-Âge, la notion de... ce qu'on traduit par la mesure, la mensura, était à la fois qualitatif et quantitatif. On ne pouvait pas, en fait, éclater le sens. C'est bien après, à partir de la période moderne, qu'on va bien découper ce qui doit être quantitatif et ce qui doit être qualitatif. Donc, même réflexion sur la performance, là, pour être très très rapide. Il y aurait énormément de choses à dire sur la performance, sachant d'ailleurs que le mot performance qu'on utilise en économie provient en fait du terme anglo-saxon performance, qui n'est pas en fait l'origine initiale du terme français. Là aussi, sans rentrer dans les détails. Par rapport à la question de la financiarisation et la marchandisation, là, je suis entièrement d'accord, je suis totalement opposé à ces choses-là, mais ce n'est pas synonyme de comptabilité. La comptabilité, ce n'est pas la financiarisation et la marchandisation obligatoirement. Donc j'ai opposé par exemple la norme IS 41 qui, elle, est une vraie financiarisation, qui utilise en fait des façons de valoriser, notamment sur la valeur actualisée, qui sont totalement dans cet axe de financiarisation. Mais tout un pan de la comptabilité classique est totalement en dehors de problématiques de marchandisation. Là aussi, il y a des questions très techniques, il faudrait beaucoup plus de temps pour entrer dans les détails, mais la comptabilité en coût historique
n'est pas en fait basé sur un principe de marchandisation des actifs. Et d'ailleurs, c'est ça qui pose d'énormes problèmes aux normes IFRS, qui veulent absolument détruire ce système-là, puisque, d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur le cas de la SNCF. Il y a un exemple par rapport à ça. Les comptes de la SNCF, vous avez peut-être suivi, l'année dernière, ont été plombés. Il y a eu une perte gigantesque qui a été amenée par un calcul comptable particulier sur ce qu'on appelle les tests de dépréciation, les impairments, qui provient en fait d'un changement de calcul des actifs. Parce que dans la vision standard, un actif, une immobilisation comme des rails, ce n'est pas quelque chose qui doit être vendu. Ce n'est pas quelque chose qui est destiné, ce n'est pas un bien marchand, c'est un bien productif. Et donc on fait un certain type de valorisation. Et on est passé à un autre type de valorisation qui est en lien avec l'IAS-IFRS, où là on considère que c'est un bien marchand et qu'on pourrait revendre la SNCF bout par bout, rail par rail, actif par actif. Et dans ce cas-là, effectivement, on obtient des actifs qui valent plus grand-chose. Et ça génère en fait une dépréciation gigantesque. La perte de la SNCF uniquement à cause de ça a été catastrophique, alors que sans ce calcul, la SNCF était en bénéfice. Donc j'insiste sur le fait que la comptabilité, ce n'est pas obligatoirement la marchandisation, loin de là. Juste pour compléter, l'intérêt de la comptabilité est que, justement, si on ne s'occupe pas de la comptabilité, on laisse totalement... la comptabilité est performative, c'est-à-dire qu'elle génère sa réalité ensuite. Et la réalité qui est en train d'être générée sur les comptes de la SNCF, c'est dire la SNCF est une entreprise comme les autres. C'est ça qui se passe avec les systèmes comptables qui sont en train d'être mis en place. Alors, très rapidement, sur les externalités positives. Dans le modèle que j'ai indiqué, en fait, ça tient compte, il faudrait le préciser, des externalités positives aussi. En fait, le terme externalité, de façon générale, est un terme néoclassique. Et il y a un glissement de langage qui est très problématique, qui est, d'un côté, on dit il ne faut pas quantifier, et d'un autre côté, on dit il y a des externalités positives, il faut les quantifier. On passe d'un langage de service public à un langage d'externalité positive. Le service public est qualitatif. C'est quelque chose qui n'a pas à être mesuré en soi. Il va y avoir des conséquences du service public qui, là, vont être appréhendées par l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Et il y a éventuellement des coûts pour faire en sorte que ces services restent en place. Par contre, quand on commence à parler d'externalité positive, on va chiffrer l'externalité pour montrer qu'il y a une rentabilité dans le service public, qui du coup n'existe plus. Et donc là, on commence à passer sur autre chose, qui est un peu plus problématique. Et la question d'ailleurs, derrière, c'est comment on mesure les externalités positives. Et les mesures qui sont, d'ailleurs, je ne peux pas m'étendre sur sont extrêmement problématiques, parce qu'on ne peut pas mesurer un service public, sauf dans des modèles très très particuliers. Et le dernier point pour conclure, c'est sur le fait d'utiliser l'utilité monétaire. Énormément de systèmes comptables ne sont pas basés sur les systèmes monétaires. On a par exemple l'empreinte écologique qui est un système comptable. Et l'utilisation de l'argent peut être utilisée sous une forme en fait, de remplacement, c'est-à-dire qu'on va remplacer une problématique par une problématique monétaire. Ça, c'est de la financiarisation. Et ce dont je parlais avec les coûts de maintien ou ce dont parlait Christophe, ce n'est pas du remplacement. C'est dire sur telle problématique pour faire en sorte que qualitativement, on ait quelque chose... donc un maintien par exemple d'un écosystème selon des indicateurs qui ne sont pas des indicateurs monétaires, qui sont des indicateurs biophysiques par exemple, il faut mettre en place un certain nombre de coûts. Donc le chiffrage, l'unité monétaire apparaît sur les scénarios pour faire en sorte que quelque chose soit respecté. Donc on n'est pas du tout dans de la substitution. Et il faut vraiment distinguer les deux, et je suis entièrement d'accord sur la mesure de l'entropie. Il y a des systèmes comptables qui ont été proposés avec des systèmes en énergie, donc tout calculé en termes d'énergie, et des systèmes beaucoup plus évolués qui prennent en compte l'entropie. Mais tout ça ne s'oppose pas à l'utilisation de la valeur monétaire si on est sur du coût d'action. Christophe, il y avait aussi une interpellation. Oui, et... On se donne 5 minutes maximum, après il y a un pot en bas. Du coup, pour vous donner envie qu'on continue à échanger autour du pot. Parce que je voulais quand même réagir sur des choses que vous avez dites, surtout par rapport aux questions de politique d'approvisionnement. Dans la filière cacao, les entreprises dont on parle sont les mieux notées
non seulement du secteur agroalimentaire, et plus généralement par toutes les notations sociales et environnementales de la place. Des Nestlé, des Mondelez, des Mars sont le top du top. C'est parmi les 5 leaders. C'est sur tous les marchés, par toutes les agences de notation, et celles qui sont encore plus mainstream et plus anglo-saxonnes que Vigeo. Du coup, on a quand même un problème. C'est que soit ces notations ont raison, et du coup, tout ce que je vous ai dit à côté n'existe pas, mais du coup, allons prendre juste un billet d'avion, allons voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire, et on va voir si les gens vivent du coup de manière déraisonnablement bien, et ont pléthore d'argent et ne déforestent pas, ou alors c'est qu'il y a une dissonance cognitive qu'il faut à un moment donné résoudre. Je vais vous donner un exemple, parce qu'on a travaillé, on a lancé l'an dernier, on a sorti une étude au moment du début de la Coupe d'Euro de foot sur Nike et Adidas, 20 ans après. 20 ans après, l'interpellation sur les enfants qui, vous savez, cousaient les ballons, etc. Bon. C'est les mieux notés. Et on ne peut que reconnaître que parmi toute l'industrie textile, ils font plus que tout le monde. Ils font des audits quasiment partout, ils sont bardés de certificats, ils ont leurs équipes sur le terrain, ils sont impliqués, il y a des passes d'armes énormes en interne entre les départements RSE et les départements achats et financiers. Et Dieu sait que c'est des grosses batailles pour essayer justement d'obtenir des engagements de base de ces entreprises-là. Sauf que, qu'est-ce qu'on a vu dans l'analyse? Premièrement, c'est intéressant de voir qu'ils sont en train de bouger toute leur filière d'approvisionnement de la Chine vers le Vietnam, et le Vietnam, le Bangladesh, le Cambodge, en masse, et avec des plans assez ambitieux de basculement, dans les 2 cas des 2 entreprises en question. Ils ne vont pas vers l'Éthiopie, etc., là où il y a le pire du pire. Donc ils restent de manière cadrée par toutes leurs certifications, qui leur coûtent très cher d'ailleurs en interne, d'aller vers les endroits où quoi? Où les salaires sont 30% moins chers. Même s'ils vont devoir mettre en place plus de certifications qu'en Chine. Et qu'est-ce qu'on voit de manière intéressante? C'est qu'en Chine, en ce moment, les salaires dans l'industrie textile sont enfin arrivés, ça vous parle en tant que syndicaliste, au niveau minimum qui permet à une famille de vivre décemment de son travail. Et au moment où ils arrivent là-dessus, ils sont en train de basculer vers d'autres pays. Et du coup, on a été interrogé le modèle économique de ces entreprises Nike et Adidas aujourd'hui. Alors certes, ils font mieux que tout le monde. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Ils vont là-bas parce qu'à côté de ça, leurs dépenses de marketing et de sponsoring sont de véritables hyperboles. Les sommes sont faramineuses. Rien que sur donc ce qu'on vit en ce moment, pour ceux qui s'intéressent au foot, la Ligue des Champions, donc les 10 principales équipes européennes, il faut savoir qu'en 2 ans, entre 2013 et 2015, le sponsoring, donc je parle juste vraiment des dépenses qui sont directes à ces 10 principaux clubs européens, sont passés de 200, alors j'ai les chiffres là, on est en train de dire qu'on est passé de 260 millions d'euros de sponsoring de ces 10 clubs à 410 millions d'euros en 2 ans. C'est un taux d'inflation complètement considérable. Pourquoi ils font ça? Pour assécher la concurrence. Ils pourraient être plus que les seuls de la place qui peuvent se payer des clubs européens. Et je vous parle que des 10 principaux, c'est sans compter tous les financements au Ronaldo et autres, à toutes les fédérations, ça va jusque dans le club amateur, etc. En fait, c'est de partout que c'est irrigué, en fait. Donc c'est des sommes considérables. Et du coup, nous, on a fait, par rapport à ta question, Jean-Paul, un exercice de voir combien ça leur coûterait de payer un salaire décent partout où ils sont, plutôt que de bouger ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce que ça représenterait? Pour un groupe comme Nike, c'est 500 millions d'euros, ça fait pas mal. Mais mettons un peu d'ordre de grandeur. Ils font un chiffre d'affaires de quasiment 30 milliards d'euros. Ils font 3 milliards d'euros de redistribution l'an dernier, enfin il y a 2 ans, à leurs actionnaires. Profit net, enfin c'est redistribution nette, pardon, c'est assez impressionnant. Et à côté de ça, sur le t-shirt de la Coupe du Monde, on avait eu des infos qui nous avaient fuité de l'usine en Turquie qui faisait le t-shirt. Le t-shirt est vendu 85 € quand vous l'achetez dans le commerce. Donc certainement, il y a la TVA à 18,6, enfin à 20%, pardon, etc. Mais bon, 85 € dans le commerce, le prix arrivé au port à Marseille, 5 €. Le salaire des travailleurs, 60 centimes. Et on a eu quelqu'un de l'interne qui nous a beaucoup aiguillé, qui nous a renseigné, parce que c'est quelqu'un qui aide des gens comme Nike, pourtant bardés de certificats. Et ils les mettent en place, et surtout pas pour dire, ils ne vont pas avoir des enfants qui cousent. C'est une belle usine en Turquie, etc. Mais il nous a expliqué que quand ils étaient en réunion sur les questions d'achat et d'approvisionnement, il y avait le directeur, enfin il y avait quelqu'un de l'équipe financière qui était à côté, même pas la politique achat, financier. Et lui, il avait sa calculette. Et lui, il regardait qu'ils allaient en vendre 2 milliards de t-shirts. Et il multiplie 2 milliards par les 5 centimes qu'il va aller gratter, ou les 3 centimes qu'il va aller gratter sur chaque t-shirt. Et avec ça, il se paye Ronaldo, pour une année.
Et c'est véritablement comme ça. Ça peut paraître mais complètement indécent d'aller gratter 3 centimes, c'est quelque chose qui va être vendu 85 €. Mais tout le système fonctionne comme ça. Et je voulais en revenir justement à ce que disait Alexandre, c'est que c'est là où l'outil comptable est fondamental. Parce qu'on a des systèmes de comptabilité et d'économie en place, ça va de la comptabilité au PIB, tout ça étant un système intégré, qui permet tout simplement à des entreprises de manière systémique d'aller dégager de l'argent pour rémunérer les actionnaires, parce que les règles telles qu'elles sont faites et telles que les financiers sont en train d'essayer de les faire bouger veulent aller dans ce sens-là, et à côté de nous mettre à nous, sur le dos des citoyens, les coûts sociétaux. Parce qu'on est en train de payer, quand on achète notre t-shirt, on est en train de payer à travers nos impôts tous les systèmes de sécurité sociale, etc., machin, dont on nous dit qu'ils coûtent trop cher, qu'il faut mettre pour encaisser le choc de tous ces problèmes, et après encore des financements à l'international qu'on va devoir mettre pour essayer d'éponger toutes ces conséquences, en fait. Du coup, nous ce qu'on trouve extrêmement problématique là-dedans, c'est qu'on crée de la valeur en ayant cette capacité de reporter les coûts ailleurs. Et ça, on est en train de les payer en double, en triple, mais jusqu'où on va pouvoir se permettre ça alors que la charge de la dette ne cesse d'augmenter, et puis pour les générations futures. Donc à un moment donné, de toute façon, on va être face à un mur. La question est, est-ce qu'on attend d'être en bas du mur pour enfin se rendre compte que ce système va aller à volo là-dedans, ou est-ce qu'à un moment donné, on revient sur la base de la base, potentiellement, c'est réformer le système comptable. Et peut-être dire à des entreprises comme Nike, désolé, vous voulez pas payer ça? On a des bases d'informations sur les grands pays dans le monde en disant ça devrait être ça le salaire décent. Vous voulez faire comme vous voulez, nous on multiplie tout simplement par le nombre de t-shirts que vous vendez, et si vous êtes en dessous, vous avez un amortissement que vous passez. Point. Les règles sont faites comme ça, du coup ça va diminuer d'office vos bénéfices d'un bon tiers. Voilà. Après vous voulez les payer, pas les payer, mais en tout cas vous n'allez pas pouvoir jouer comme ça avec les règles. Et si on ne revient pas à l'outil comptable, c'est là qu'il a quand même une fonction fondamentale en fait. C'est que suivant qui va le tordre, est-ce que c'est avec les financiers, ou est-ce que c'est avec la société qui va pouvoir se réapproprier ça en disant à la base de la comptabilité, vous ne pouvez plus faire de bénéfices sur le dos d'eux. En tout cas on n'accepte plus nous de continuer à payer et de voir nos systèmes sociaux se délicter. Voilà. Nous, on pense qu'il y a un enjeu fort, et notamment autour de cet outil qui est la comptabilité des entreprises. En plus de la régulation, plus largement, bien sûr, des questions sociales et environnementales. Magali, un dernier petit mot. Alors, sur les avocats, en fait, ça, quand on en arrive à l'avocat, c'est que tout a échoué avant. En fait, on préfère quand même par le dialogue social. Je vous ai parlé tout à l'heure de la restauration, des parkings. On est arrivé par le dialogue social à avoir ça pour les sous-traitants. Donc, et quand on en arrive, bien sûr qu'on y va s'il faut défendre un salarié, s'il est licencié, mais bien sûr on fait jouer tout ça. Mais c'est pas... Ça rapporte individuellement, ça nous... Pardon. En fait, c'est pas assez profitable pour nous. Mais on y va, bien sûr, quand il faut, on y va. Hein. On prend un avocat et on défend les salariés, bien sûr. Excusez-moi. Il y aura l'occasion d'en parler au cours. Pascal, un dernier petit mot avant le mot de la fin, et remercier ceux qui sont oui. Sur la performance économique qui est un paradoxe, bien sûr, je ne peux être que d'accord. D'ailleurs, c'est tout ce que j'ai évoqué dans mon exposé, y compris ce qu'a soulevé le collègue, le fait que les établissements publics, donc on est un établissement public industriel et commercial, appuient le plus sur la tête des sous-traitants. Effectivement, donc c'est bien ce que j'ai dit. Il faut qu'on soit très vigilants, nous, sur le terrain, à faire remonter ces problématiques-là. Parce que récemment, par exemple, les copains de la restauration ferroviaire étaient tous en grève. Il faut savoir que la restauration ferroviaire, ça nous coûte 100 millions d'euros à la SNCF. On ne gagne pas d'argent dessus. On en perd 100 millions d'euros. Le sandwich SNCF, il est cher, mais on en perd quand même de l'argent. Et il faut voir dans quelles conditions les salariés de New Rest sont traités. Donc voilà, à un moment donné, il faut aussi que les équipes syndicales, dont je reviens sur ce que disait madame, ne sont pas suffisamment sensibilisées, mais c'est justement le contre-pouvoir dont on a besoin, parce que la RSE est encore considérée comme un coût, et la meilleure preuve, c'est que la performance économique, nos acheteurs, dont je parlais aussi tout à l'heure, nos acheteurs sont directement intéressés à leur performance achat. Ils doivent faire une performance achat, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit moins cher que l'année dernière. Dans tous les cas, il faut que ce soit moins cher que l'année dernière. Et s'ils n'ont pas fait moins cher, ils n'ont pas d'avancement. C'est bien simple. Et donc, par rapport au fait que les équipes syndicales ne sont pas suffisamment sensibilisées, nous, on a bien compris ce problème. On est en train de travailler avec Céline là, sur S-Index, sur un module de formation spécifique de RSE qu'on souhaite développer auprès de tous nos militants sur le terrain et dans la France entière. Merci.
Merci à tous les quatre pour effectivement vos interventions. Merci d'être restés assez tard et d'avoir préféré ce débat à d'autres. Merci à ceux qui sont aussi derrière la Web TV qui ont continué à assister à ce séminaire effectivement de l'Observatoire. Ils ont choisi cette TV-là, là aussi, peut-être par rapport à d'autres. Puis merci évidemment à toute l'équipe CFDT Cadre et l'Observatoire. Merci à Jacotte, à Sylvie, à Anne-Florence, qui ont contribué effectivement aussi à la préparation de cette soirée. Le prochain séminaire aura lieu le 2 juillet normalement, le 4 juillet, pardon, voilà, je m'étais trompé. Mais vous êtes tous invités à venir prendre un pot et on aura l'occasion de prolonger la discussion. C'est en bas, absolument. Merci.